OK, alors ça a commencé à enregistrer. Mhm. Donc, euh, donc, bonjour Monique. Bonjour Camille. Monique, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette entrevue avec moi pour la station puis l'organisme Action Prévention Verdun aujourd'hui. Cette entrevue, on l'a fait en prévision de la Journée internationale des droits des femmes qui aura lieu, comme à chaque année, le 8 mars. Monique, tu as été choisie parmi des personnes qui sont à la station. Tu as été remarquée pour ton engagement, ton dévouement dans la communauté. Et c'est Mme Eva Lichano qui m'a recommandé de faire l'entrevue avec toi. Donc, ça s'inscrit dans une série d'entrevues qu'on va faire avec d'autres femmes inspirantes qui nous inspirent, nous, à la station, à Action Prévention Verdun, des gens qui sont des personnes qui sont positives, des femmes qui sont positives pour la communauté verdinoise puis de l'île des Sœurs. Donc, vraiment, merci beaucoup, Monique, d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir. Merci de votre invitation. Vraiment, je suis honorée, vraiment. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Super. Donc, Monique, on va commencer avec l'entrevue. On va commencer par parler de ton parcours qui est super intéressant. Donc, avant de commencer l'entrevue, j'ai reçu un petit topo de ton parcours, de ta carrière. Puis, j'ai vu que tu as travaillé dans de nombreux postes de direction, notamment aux Expos de Montréal, au Canadien de Montréal, puis aussi à la Place des Arts. Donc, c'est pas rien. Je serais très intéressée de savoir qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans tous ces postes de direction. Comment, comment est-ce que c'est quoi un peu ton parcours, ta carrière? Oui, d'accord. Alors, j'ai commencé à travailler en 1972 à Radio-Canada pour ensuite m'en aller du côté des Olympiques. J'ai travaillé aux Olympiques de 1976. Par hasard, j'ai posé ma candidature et j'ai eu un poste. C'est moi qui m'occupais de la gestion des entrées des athlètes au village olympique, qui était situé juste à côté du village, là, à l'école Marguerite de la Jemeraie. Alors, j'ai aimé ça. Et quand ça s'est terminé, c'est un contrat, quand le contrat s'est terminé, ben, les expos déménageaient au stade olympique. Ils quittaient le parc Jarry à l'époque, c'était en 1977. Et on m'a téléphoné tout simplement pour me dire êtes-vous intéressé à venir travailler? C'était un remplacement aux Expos de Montréal pour 2 semaines. Alors, à l'époque, les expos étaient au Parc Jarry, c'était à côté de chez nous. Bien sûr, pas de problème, je vais aller faire ça. Mais là, au bout d'une semaine, on m'a dit Madame Laka, êtes-vous prête lundi prochain à vous emmener au stade olympique? Non, c'est trop loin, puis j'ai pas de stationnement, puis non, pas vraiment. J'aime mieux rester au Parc Jarry. Alors, il me dit, ben, Madame Lacoste, parce que vous allez être toute seule ici, on déménage, tout le monde, la semaine prochaine. Moi, je n'écoute pas les nouvelles, je ne suis pas sûre. J'appelle mon père. Je dis, papa, les expos déménagent? Il dit, ben oui, ils déménagent, ça va au stade olympique. Alors, j'ai commencé au stade olympique Wow. comme ça. J'ai été 17 ans. J'avais un poste de secrétaire de direction à l'époque. Parallèlement, je faisais mon bac en administration à temps partiel à l'UQAM, à Montréal. Et je me suis amusée là-dedans. Écoute, c'était pas Jojo, le stade olympique, il faut y revenir. Là, quand on est en 1977, ça n'avait pas été conçu pour l'hiver. Le stade avait passé le premier hiver, tout était cassé, les toilettes étaient brisées, ça avait gelé, il n'y avait pas de chauffage. C'était intéressant. Et pas longtemps après, les expos se sont mis à bien jouer et on a eu à se préparer pour une participation aux séries d'après-saison. Et là, mon patron m'a dit, écoute, on a besoin d'aide, on va avoir de la difficulté de l'autre côté. Puis je dis, écoute, enlève-moi d'ici, place-moi à la billetterie. Parce que quand on est dans des séries d'après-saison, séries mondiales, séries d'avant, c'est surtout une question de billets. Alors, j'ai dit, envoie mon billet. J'ai dit, moi, je vais travailler là. Et j'ai travaillé au billet pendant peut-être 7 mois, peut-être. Et je suis revenue à mon poste. Puis là, j'avais vu toutes sortes de choses que je pourrais réaliser. Okay? Je suis une personne dynamique, puis je regarde, j'ai un grand leadership. Et j'ai dit, ben là, il y a des choses que je préfère à la billetterie. Est-ce que je pourrais-tu y retourner?
Alors, il m'a dit oui. Ça a pris une avant-midi, il a réfléchi. Il dit, en autant que tu engages quelqu'un d'autre pour te remplacer ici, je n'ai pas de problème. Alors, j'ai commencé là, toujours en suivant des cours. Directrice de la billetterie des expos, ça, c'est en 1979 à peu près. J'avais commencé en 1977. C'était extraordinaire. J'ai été à la billetterie peut-être 6 ans, directrice de la billetterie. On a eu à préparer des trucs pour la Série mondiale. On a eu la partie des étoiles en 1982, qui était une grosse affaire. Puis le stade olympique, c'était le fun. Je m'occupais de certains événements aussi. Il y avait l'oratoire Saint-Joseph. Quand le pape est venu, Wow. hein, c'était là, les colombes et tout ça. C'est Céline vrai. Dion, là, avec ses colombes et tout ça. Et l'oratoire avait fait appel au stade, en fait, aux Expos de Montréal, au président, puis aux membres du conseil d'administration des Expos, à savoir si notre équipe pouvait travailler pour cet événement-là. Alors, j'ai été directrice de la billetterie. Il fallait que je distribue des billets dans les congrégations, dans les couvents, dans d'autres pays. C'était pas tout à fait la même chose que les billets des Expos qui s'en allaient dans les autres clubs de la Ligue nationale et américaine. Alors, j'ai fait des choses comme ça. Et après 6 ans, je suis devenue directrice des opérations du stade. J'étais la première femme dans le baseball majeur à occuper un poste comme ça. Wow. Mon collègue avait quitté. Et là, j'avais fait ce que j'avais à faire dans la billetterie. Et j'ai demandé à mon patron, j'ai dit, écoute, le poste est libre, est-ce que je peux appliquer? Mon Jerry, à l'époque, il me répond, voyons, Monique, c'est des jobs pour les hommes. C'est pas les femmes qui travaillent. Ah, absolument. Écoute, je te parle de ça, on est en 86. Mon Dieu. 87. Puis il dit, Monique, il dit, c'est juste des hommes, là. Et là, je le regarde. Je dis, Jerry. C'était mon mentor. J'adore cet homme. Je peux me permettre. J'ai dit, Jerry, réponds jamais une affaire comme ça. Dis-moi jamais un truc comme ça. J'avais déjà eu un petit débat avec lui au niveau du salaire. Hein, quand je suis devenue directrice de la billetterie, le salaire, je dis, non, là, tu me donnes un salaire, le même salaire que le directeur, justement, des opérations du stade. Il me répète, tu es une femme. Je pense qu'il n'a plus jamais utilisé ces réponses-là après. Il dit, t'es une femme, tu n'as pas autant besoin de j'étais mariée, je dis, voyons, Géry, c'est pas de même, ça marche. Alors, il m'a donné, il dit, je vais en parler au président des expos, John McHale à l'époque, et puis je te reviens tout de suite. Je dis, oui, reviens-moi vite, parce que là, je suis très fâchée, parce que j'ai du caractère. Il me rappelle 15-20 minutes après, il dit, oui, John McHale dit, pourquoi pas? C'était une grande aventure. C'était de gérer 7 différents départements. Alors, c'est toutes les opérations du stade. Donc, je ne touchais pas du tout à toute opération baseball, mais tout ce qui avait rapport avec le stade. Donc, quand on a eu le toit qui était amovible, c'est moi qui décidais si je l'ouvrais ou le fermais. Wow! En contact avec Météo Média qui me disait, Madame Laka, ne vous inquiétez pas, il fait beau jusqu'à demain. Et puis, les joueurs sont sur le terrain en train de se pratiquer, puis il nous arrive une averse, mais une affaire épouvantable. Puis là, la direction est autour de moi. Puis là, j'appelle Météo Média. Je dis, oui, mais vous m'avez dit, il pleut. Il dit, non, Mme Laka, ça se peut pas, il n'y a rien sur notre écran. Quand je te parle de ça, là, c'était effrayant. Alors, il y avait les opérations du stade, alors donc les gens qui entretiennent le terrain. Il y avait tout ce qui concerne l'infirmerie. On avait un médecin, 2 infirmières parce qu'il y avait des blessures, des gens qui recevaient des balles, des gens qui arrivaient. Tu sais, c'était du monde. On parlait de foules de 40, 50 000 certains soirs, certains jours. Alors, il y avait des gens qui s'écrasaient à terre, les grosses chaleurs aussi. Il n'y avait pas d'air climatisé dans le stade. Alors, on avait un petit centre médical, une petite clinique. Et il y avait tout ce qui concerne la sécurité, tout ce qui concerne les placeurs, les hôtesses sur le terrain, les gens qui font la perception des billets aux entrées. Alors, tout ça, c'était tous les services de l'information, ça, c'était en dessous de moi. C'était une aventure absolument extraordinaire. Extraordinaire. Wow. Alors, ça, j'ai fait ça quand même plusieurs années. Puis à un moment donné, j'ai fait le tour de mon jardin. Puis là, j'ai dit, je suis prête à d'autres choses. Et je suis devenue directrice de la commercialisation. J'ai occupé 3 postes là-bas. Et ça, c'était vendre de l'affichage, faire des contrats, des échanges avec au niveau des promotions et tout ça avec les expos. Alors ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis, j'ai eu un appel un jour des Canadiens de Montréal. On a un poste qui est ouvert. On aimerait savoir si vous seriez intéressé. C'était directrice des produits dérivés et de tout ce qui est restauration. Wow. Bon, j'avais fait ça au tout début quand je suis arrivée et les Canadiens se préparaient à déménager au Centre Bell.
Alors, il voulait prendre, il restait 2 ans, là, il voulait juste tout organiser, tout ça, puis préparer, acheter ce qu'il fallait au niveau de la restauration pour le nouveau forum avec un budget qui changeait à peu près à chaque semaine. Ça a été toute une aventure. Quand je suis arrivée au forum, ces forums, la Sainte-Flanelle et tout, mon Dieu, quand j'ai débarqué là, mon groupe je travaillais juste avec des hommes. Ah ben oui. Hein, c'est juste dans mon département particulièrement, j'avais les femmes qui travaillaient dans les bars, dans les restaurants. Mais au niveau de la direction, c'était juste des hommes. Incroyable. Et quand je suis arrivée, je me vois arriver le lundi matin dans le corridor. Puis là, je vois ma gang, j'en avais 8. Fait le bonjour, ils se présentent, tata, ils me disent « On a peinturé la toilette pour vous. Hein? » Je regarde. OK. Moi, je ne comprends pas ce qu'il veut me dire. En face de mon bureau, il y a une petite toilette, puis tout le monde se servait de ça. Puis il dit « On vous la réserve, on n'y touchera plus. » Une petite affaire, une toilette, tu ouvres la porte, la toilette est là avec un petit lavabo mini. Mais c'était la grosse affaire. C'est juste pour te dire à quel point on était loin au niveau des femmes, au niveau... écoute, il était tellement excité, là, il était tellement content. Il avait peinturé la toilette pour moi. Écoute, pour eux autres, c'était symbolique. On a une femme directrice. Wow. On va lui donner une belle toilette. Écoute, je pense encore à ce moment-là et c'est extraordinaire. J'ai eu une belle période avec eux. J'ai travaillé 2 ans. Je n'ai pas déménagé. Je suis partie 5 mois avant le déménagement. C'était pas juste les Canadiens, c'était tout le théâtre aussi du forum. Alors, les Céline Dion, les grands groupes qui venaient, c'était nouveau. On n'avait pas ça au forum, mais c'était géré par toute l'équipe des Canadiens quand même. Alors, je travaillais 7 jours sur 7. Je fermais les concessions, les bars, on est les derniers. Alors, c'est moi qui mettais la clé dans la porte, quasi littéralement du forum. Ouais. Je m'en allais chez moi et on commençait à avoir des réunions dès 8 heures le lendemain matin parce que ça, c'était la veille, c'était juste la gestion du quotidien. Le lendemain matin, c'était la planification pour le Centre Bell. Wow. J'ai presque laissé ma santé. Le matin de Noël, on avait Disney on Ice, puis il fallait que j'ouvre des concessions. Le 25 décembre, ça ne savait pas. Mais c'était une expérience extraordinaire. Mais je ne dormais plus, je ne mangeais quasiment plus. C'était pas sain, mon affaire. Alors, je suis partie. Et pendant tout ce temps-là, j'ai une amie qui m'avait dit qu'il y avait un poste ouvert à la Place des Arts. Et comme directeur de la sécurité. Puis là, je pense à mon affaire, Place des Arts. Écoute, parce que moi, j'étais habituée dans le milieu sportif. Hein, de show must go on. Hein, dans le sport, okay, si le lancer de la balle ou la rondelle, c'est à 7h30 ou à 8h, peu importe. Le drame qui a pu se passer en arrière, et Dieu sait qu'il y en a eu, il fallait que le show must go on. C'est pour que ça allait. Ouais. Et je trouvais qu'avec la Place des Arts, ben, de show must go on, quand le rideau se lève, tadam, il faut avoir une équipe en arrière de ça. Alors, j'ai accepté. Et j'ai travaillé là-bas presque 20 ans, jusqu'à mon départ, il y a 6 ans, à la retraite. Un poste, j'ai été directrice des services au début la sécurité, et tout de suite après, j'ai eu les services à la clientèle. Et ça, c'était l'accueil, les bars, il y a eu la billetterie, les premiers soins. Ça aussi, c'est tout un... Oui, les bars, la sécurité, l'accueil, la prise de billets, en fait. C'était un peu mon domaine. Moi, j'avais fait un peu mes preuves là-dedans. Ben oui. Et c'était un milieu extraordinaire, le milieu de la culture, là. Aïe, 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 aïe. J'ai rencontré des gens fabuleux, j'ai eu des équipes formidables. Ça a été extraordinaire. Alors ça fait un peu le tour de mon... J'ai été privilégiée. J'ai été privilégiée. J'ai jamais eu de pushing autre que mon ami qui m'avait dit « un poste ouvert, pourquoi tu n'envoies pas ton CV? » Je n'ai pas écrit dans mon CV que je connaissais mon ami qui travaille à Lille, qui est aussi membre très, 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 très actif de la station. D'ailleurs, c'est elle, Carmen Dumais, qui m'a amenée, qui m'a dit « Monique, viens donc, on a du plaisir, on a du plaisir. » Tu sais, j'ai pris ma retraite, puis après ça, je la rencontrais, elle me disait « Viens donc, on fait toutes sortes d'affaires, c'est le fun, la mise en forme. » Comme quoi, alors, vous êtes suivis pendant tout ce temps aussi? Oui, je la connaissais. Oui, on avait loué des chalets ensemble. Alors, c'est pour ça, c'est une belle amitié, une vieille amitié, une belle amitié. Et c'est ça.
Et donc, j'ai pris ma retraite en 2014. Euh, j'ai pris une petite année un petit peu tranquille à voir ce que j'allais faire et tout ça. Là, Carmen m'interpelle, elle dit, Monique, viens à la station. Je commence à la station. Et j'étais déjà professeure de yoga. Au travers de toutes mes années, en 2004, j'ai fait ma formation à l'époque, au départ, à Shivananda, pendant que j'étais à la Place des Arts. Oui, j'ai fait ma formation pendant un mois aux Bahamas pour devenir professeur de yoga. J'ai enseigné à la Place des Arts, dans les foyers, au personnel, sur l'heure du midi ou à la fin d'une journée. Il y avait des gens, on avait un petit espace où les gens gardaient leur tapis puis tout ça. Et je me suis bien amusée là-dedans, mais je travaillais beaucoup, alors c'était pas. Mais je me suis dit, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir. Et quand j'ai pris ma retraite, après à peu près un an, ben là, j'ai dit, il serait temps là, que je commence à enseigner. Alors, j'ai enseigné ici, où je demeure. C'est ça qui a commencé le tout. On fêtait un anniversaire de la bâtisse et on m'a dit, Monique, on sait que tu enseignes le yoga. On aimerait ça que tu enseignes dehors, sur le bord du fleuve, pour souligner l'événement. J'ai fait ça. Les gens ont aimé ça. On a dit, Monique, il faut que tu nous enseignes ça à l'intérieur. On est rendu à fin août. Alors, j'enseigne ici, ben pas là parce on est en pandémie, bien sûr, on a fermé notre gymnase, mais j'enseigne dans le gymnase. Et j'ai continué à aller à différents cours de mise en forme. Je ne pense pas qu'à l'époque, on avait la Zumba. On a eu la Zumba pas longtemps après. Oui, j'allais au cours et à un moment donné, j'ai un des animateurs, parce que je voyais des dames, des hommes aussi, qui faisaient la mise en forme, puis je me disais, c'est pas tout à fait pour eux autres. Tu sais, il y avait des gens qui avaient quand même des problématiques, puis je disais, ouf. Puis j'avais jasé avec cet animateur-là qui m'avait dit, j'ai dit, essaie donc de trouver quelqu'un pour faire un yoga sur chaise. J'ai dit, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de participation pour certaines personnes. Tu sais, j'ai dit, il faut qu'ils puissent avoir le choix des postures et tout. Tout à fait. Il me répond, il dit, ils ont essayé, on n'a pas personne. Moi, j'ai eu une formation en yoga sur chaise, mais je ne l'avais jamais enseignée. J'ai dit, j'ai dit, est-ce que tu veux que j'essaye? J'ai dit, vraiment, j'ai dit, peut-être que j'aimerais ça et tout ça. Elle était content. Alors, tout de suite, j'ai commencé la session d'après. C'était un coup de foudre, vraiment. J'ai adoré. J'ai adoré cet enseignement. J'ai aimé la participation des gens. J'ai aimé les gens. J'ai 66 ans, je vous ai eu au mois de novembre. Les gens ne vieillissent plus de la même façon. Les gens ont besoin. Là, on fait abstraction à la pandémie qui a été autre chose, mais les gens ont besoin de bouger. Les gens ont besoin d'être actifs. Il faut être actif au niveau du cerveau. Hein, il faut prendre des cours, il faut lire, il faut avoir des échanges avec les gens. Là, tu sais, il faut voir les gens, il faut appeler, il faut être présent. C'est la meilleure façon, je pense, de vieillir. Il faut prendre des cours. Alors, il y a des cours. Mettons, on le fait beaucoup en ligne. Et moi, je prends énormément de cours en ligne. Je viens de finir un cours, une formation de yoga restaurateur. J'ai pris un autre cours sur la philosophie du yoga. Puis là, je commence un autre cours sur méditation et yoga nidra, beaucoup plus en profondeur. Moi, j'adore ça. Moi, ça me tient. Pour moi, la pandémie, je passe au travers parce que je m'occupe. Je m'occupe. Et je transmets. Oui, et je transmets à mes participants les choses. Ce matin, j'ai donné un cours. On a parlé de la Bhagavad Gita, le livre sacré, le plus sacré, un des plus sacrés de l'Inde. J'aime expliquer, j'aime partager. Alors, on dépasse, on fait de la méditation, on fait des exercices de respiration. J'adore. Pour moi, ça m'alimente. Et puis, littéralement, j'adore, je m'attache aux participants et je trouve ça difficile sur Zoom de ne pas les voir, mais en même temps, on garde le contact. Puis je sais que c'est important. Je sais que c'est important. On enregistre mes classes et on les rediffuse. Alors, les gens qui veulent le refaire une fois, une autre fois, 23 fois dans la semaine, parce qu'il faut bouger. C'est ça qui est essentiel. Il faut bouger. Il faut bouger. Je suis tellement contente de vous entendre dire ça. On voit
que vous avez eu un parcours tellement dynamique, tellement intéressant, puis ça s'inscrit encore maintenant que vous êtes officiellement retraité, même si vous donnez des cours de yoga, vous disiez vous-même, bon, ben, j'ai pris une année pour penser à qu'est-ce que je veux faire, mais on voit que vous avez toujours cette mentalité-là de, OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais partager? Puis je pense que moi, je suis travailleuse de milieu auprès des aînés, justement, puis je le vois justement que ce qui fait en sorte qu'on reste bien dans sa peau, qu'on s'accomplisse, c'est justement de rester actif, dynamique, de trouver des nouvelles choses. Vous, c'est ça que je me demandais, est-ce qu'il y a eu une transition entre la carrière de directrice, mettons, à la Place des Arts, puis le moment où vous êtes devenue prof de yoga? Est-ce qu'il y a une transition où vous êtes remis en question? Parce que c'est une question que je me pose parce qu'on parle de la Journée des droits des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme après la carrière, après être maman? Fait que je me demandais qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que la retraite, ça se prépare. Les gens qui n'y sont pas prêts ont beaucoup de difficultés à faire face à ce temps qu'ils ont devant eux. Hein, le téléphone sonne moins, il n'y a plus de courriel. Ça, c'était la chose que j'ai remarqué le plus rapidement possible. Plus de courriel. Puis moi, avec le travail que j'avais, quand tu es responsable de l'élément sécurité, c'est 24 heures sur 24. Ça peut arriver le jour, le soir, la nuit, les week-ends. Ouais. Et ça, quand ça l'a arrêté, boum! Mais je m'étais préparée. J'y avais pensé 1 an d'avance. Et je faisais des projets, je mettais des trucs sur papier. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Puis le yoga n'était jamais très, très loin. Je le pratique, j'ai une pratique personnelle assez très régulière même, méditation, etc. Et ça, je m'étais dit, c'était mon rêve, tu sais, depuis dans les dernières années. Oh, j'ai tellement hâte d'être capable de me consacrer à ça. Ça va être formidable. Et oui, il y a eu la première année, mais en fait, j'ai fini de travailler le dimanche. Mon conjoint était déjà aux Îles-de-la-Madeleine parce que c'est un planchiste et il était déjà parti. Puis je voulais être toute seule la dernière semaine à la maison pour vivre tout ça parce que c'est important. Il ne faut pas dire ben oui, ben oui, ben oui. Parce qu'il y a l'aspect, c'est pas juste de l'âge, c'est plus de se dire OK, je quitte le milieu actif. C'est comme, moi, retraité. Qu'est-ce que c'est? Le terme est tellement galvaudé de toute façon. Qu'est-ce que c'est retraité? Tu sais, c'est retraité d'un job, d'une chose, d'un travail. Mais je ne veux pas dire retraité de la vie. Au contraire. Au contraire, au contraire. Fait que mon mari était là-bas. Je m'étais donné, j'ai fini le vendredi, je m'étais donné le samedi à la maison juste pour tout revivre ça, parce qu'il y a eu quand même des petites cérémonies, il y a eu des appels, il y a eu la visite à tous les résidents, l'Opéra de Montréal, l'OSM, les gens du CEP, toute ma tournée partout, là, des gens avec qui j'ai travaillé presque 20 ans. C'est sûr qu'il y avait un lien qui était très, très attaché, mais mon personnel et tout. Et les collègues de travail, les collègues, tu sais, j'en avais les larmes aux yeux, mais je savais que c'était une transition. Hein, dans la vie, on a des transitions. Hein? Autant jeune fille à jeune femme, à maman, au travail, la profession, etc. Ensuite, c'est les petits-enfants. Voilà, on est toujours dans des transitions. C'est le phénomène de la vie. Alors, je savais qu'il y avait une transition. Donc, le samedi, je suis restée à la maison tranquille. Et le dimanche matin, j'ai pris l'avion, je suis allée retrouver mon chéri, non pas aux îles, on voulait faire quelque chose de différent, donc on a fait le parc Acadia et tout ça. Et là, je me pinçais parce qu'il n'y avait pas de dimanche soir. Le dimanche soir, moi, c'était la veille de commencer la semaine. Ça a toujours été important pour moi, le dimanche soir. Et là, je disais, bon, il n'y a plus le syndrome du dimanche soir. Alors, ça a été le début, tu vas peut-être connaître ça aussi, quand on travaille du lundi au vendredi, généralement, là, je travaillais des fêtes de semaine aussi, mais la semaine, toute l'équipe était là le lundi matin. Puis je me disais, bon, j'ai plus le syndrome du dimanche soir, là, vraiment.
Et finalement, écoute, ça a été facile parce que j'étais prête. Puis je m'étais fait des petits plans. Il faut se faire des plans, tu sais. C'est comme tu reçois à souper là, un gros groupe, là, la famille, avec des amis. Mais il faut que tu te fasses un plan de ce que tu vas faire à manger. Oui. Avant ça, il faut que tu acheter ce que. Tu sais, après ça, il faut que tu acheter ce que tu as besoin. Il faut que tu organises ta maison en fonction de. Tout, c'est de l'organisation. C'est purement et simplement de l'organisation. Et quand ça a été simple pour arriver, j'étais très stressée parce que je me disais, est-ce que je suis capable d'enseigner? C'était mon gros stress, le manque de confiance en moi parce que je n'étais pas dans un élément où j'étais confortable. Je faisais mon yoga, je faisais toutes mes choses, j'avais mes profs, puis là, mes profs n'arrêtaient pas. Vas-y, t'es capable! Alors, j'ai fait des formations. Des formations, j'en ai. On dirait que j'avais besoin de ça pour me donner confiance. J'ai un 500 heures de fait, 200, 300 et plus. Je dois être rendue pas loin de 1200 heures de formation, de toutes sortes. Mais j'aime ça. OK? Ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Alors, non, je pense que d'enseigner le yoga, la méditation, c'était pour moi un bonheur. Un autre gros défi, c'était d'enseigner à des amis. Okay? Ça, c'était autre chose. Ils vont me juger. Est-ce que je vais être assez bonne? Ah! Je suis tellement fatigante avec ça. C'était difficile parce que je ne suis pas trop vieille, je ne suis pas trop ci, je ne suis pas trop ça. Peux-tu commencer une deuxième carrière? Parce que pour moi, littéralement, c'est une deuxième carrière parce que j'y consacre beaucoup de temps. J'ai même dédié on a 2 chambres dans notre condo. Il y a une chambre, c'est mon studio. Ah oui. C'est mon studio et j'ai poussé mon chum. À un moment donné, mon mari a dit, ben, t'attends pas de suivre ton cours de professeur. Tu sais, il était entre deux, tout ça. Il y avait eu des choses qui s'étaient passées. Ben, il dit, pourquoi pas? Tu sais, il faisait du yoga avec moi. C'était une activité de couple qu'on a fait. On a commencé ça quand on s'est rencontrés en 97. On cherchait des choses à faire parce que c'était un sportif. On ne faisait pas nécessairement les mêmes trucs. On a commencé à faire du yoga ensemble. Ça, c'était génial. Donc, c'est un professeur de yoga maintenant, lui aussi, plusieurs formations, et puis il enseigne. Alors ça c'est sûr que c'est un privilège. Si mon conjoint n'avait pas aimé ça du tout, puis il avait été dans autre chose, est-ce que j'aurais suivi la même chose? Peut-être que oui, parce que le yoga fait partie de ma vie, mais est-ce que j'en aurais fait une deuxième carrière? Peut-être que oui aussi. Je ne sais pas. Mais certainement que c'est plus facile. On fait des voyages thématiques. On est allé 3 fois au Népal, pas au Népal, en Inde. On est allé au Népal l'année dernière. On va à Kripalu, au Massachusetts, à Cancun, dans des retraites de yoga, mais toujours avec une thématique yoga, avec des profs extraordinaires de partout. Donc, ça, c'est un peu nos vacances. Maintenant, on essaie d'amener ça avec du yoga parce qu'on adore. Après ça, on va visiter, puis bon, tout ça. Mais ça, c'est vraiment génial. Mais le yoga est dans ma vie, il va y rester. Premièrement, bouger, c'est important. Hein? J'ai suivi des formations au niveau de l'aliment du corps. Donc, pour moi, c'est important. Je ne veux pas que personne se blesse, peu importe l'âge. Je peux enseigner à du 20 ans, comme j'ai une étudiante, j'avais une étudiante de 83 ans, mais qui faisait la posture sur la tête. Là. Wow. Des gens qui font du yoga depuis toujours, c'est pas une grosse affaire, tu sais. Alors, mais tu te rends compte, l'âge, ça n'a rien à voir. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Puis j'ai eu un modèle extraordinaire qui est Mme Porchon, Mme Tao Porchon Lynch, qui est une Indienne de Pondichéry en Inde, qui avait un père français, qui voulait faire du yoga. Et à l'époque, le yoga à Pondichéry était enseigné qu'aux hommes. Ça ne fait pas des années et des années que les femmes ont le droit sont autorisées ou se sont autorisées à faire du yoga. Et elle avait des professeurs, qui enseignaient dans les parcs, des hommes, juste aux hommes, à se cacher en arrière des arbres ou des conteneurs, de quoi que ce soit. Incroyable. Pour faire son yoga en cachette. OK, là, on parle, elle a 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est fou, hein? Et elle est décédée, je pense que c'est l'année dernière, elle avait 101 ou 102 ans, une bonne femme absolument extraordinaire. Elle a eu une carrière formidable. Elle a suivi des cours avec M. Iyengar, la tradition Iyengar, qui
qui est une sommité, M. Iyengar, dans la tradition du yoga. Et elle était allée le voir à Pune, en Inde, pour lui dire, je veux suivre vos cours. Puis il avait regardé de haut en bas, dire, non, non, je n'accepte pas les femmes. Elle dit, vous allez accepter moi. Elle avait tout un caractère. Elle dit, vous allez m'accepter parce que je veux faire du yoga. Fait qu'il regarde, c'est correct, beau mur. Les hommes étaient en train de faire la posture sur la tête. Elle avait une grande robe, une grande jupe, là, tu sais, grande jupe toute fleurie. Ils sont sur la tête. Hein? Tu sais ce qui va arriver, ça se met les pieds. Hein? Elle a tout rentré sa jupe. Elle s'est fait un nœud dans l'entrejambe. Elle a tout rentré ça. Elle est allée au mur et elle a fait la posture sur la tête. Il l'ignorait. Il a dit, quand tu es au mur, tu as la tête en bas, mais tu vois ce qui se passe, là. Quand elle regardait se promener, il ne regardait même pas. Et sa posture était probablement parfaite parce qu'elle faisait du yoga. Elle en a fait aux États-Unis, elle l'a fait en Europe, mais là, elle voulait absolument faire son cours avec lui. Puis il laissait longtemps, le monsieur Iyengar, là, tu pouvais être facilement au mur. Lui, il pouvait tenir 35 minutes sur la tête. Alors, ses étudiants, je suis pas mal sûre qu'ils avaient gardé là un bon 15 minutes minimum. Alors, quand elle est sortie de la posture, à la fin, elle dit, est-ce que je peux revenir demain? Il a juste regardé et il a dit oui. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Alors, les femmes, elles étaient loin de ça, là. Et elle a fait toutes sortes de métiers aux États-Unis, en Europe. Et ce n'est que quand elle a eu à peu près 60 ans que les gens lui ont demandé, pourquoi tu n'enseignes pas le yoga? Et elle s'est mise à enseigner le yoga. Ça, c'est quelque chose, là. 60 ans. Ben, moi, j'en avais 62, mais je trouve ça fascinant. Ça a été mon modèle, ça a été mon inspiration. Elle a écrit, elle a donné un atelier aux États-Unis. Elle restait à White Plains et on est allés, mon mari et moi. Et à l'époque, elle avait 99 ans. On n'en revenait pas de voir cette femme. Elle faisait des postures que j'avais de la difficulté encore à faire. Toute bien coiffée, ses bijoux, ses son beau polyant, super bien habillée. Écoute, elle ne devait pas peser 80 livres. Toute petite bonne femme, une dame extra qui parlait évidemment français. Moi, j'étais allée la voir. On était juste un petit groupe de 40. Je vais la voir, puis je me mets à lui parler en français. Oh! Vous parlez français? Elle était tellement contente. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. On l'a fait venir à Montréal, mon amie Anne Archambault et moi. Anne, qui travaille dans un centre pour les personnes retraitées. Voyons, dans NDG, Notre-Dame-de-Grâce, on l'a fait venir pour qu'elle puisse donner une conférence. Parce qu'à 99 ans, elle a été rendue à 99, c'est franchement fabuleux. Ben oui. Et cette dame-là, elle disait, elle avait des mots qu'elle disait. Elle disait des choses. Today is the most beautiful day of my life. Aujourd'hui est la journée la plus merveilleuse de ma vie. Elle se disait ça dans le miroir. Wow. Puis elle disait aussi une autre phrase, Nothing's impossible. Rien n'est impossible. Écoute, c'est puissant. Et les femmes, on a besoin de se faire dire des choses comme ça pour s'encourager. Femmes et femmes retraitées et femmes qui commencent à prendre de l'âge, non, il n'y en a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. C'est fabuleux. C'est une inspiration, cette dame-là. Tao Porchon Lynch. À vous entendre parler d'elle, ben, vraiment, merci de nous avoir raconté le parcours de cette dame-là, mais à t'entendre, Monique, parler de cette dame-là, on voit comment justement elle est inspirée. Puis il y a quand même des choses qui suivent dans vos parcours. Travailler dans un milieu d'hommes, envers et contre tous. Puis malgré justement, tu sais, que les années passent, continuer à s'impliquer dans sa communauté, vouloir enseigner, réaffirmer justement sa positivité, son intégrité en tant que femme, vouloir continuer à se développer. On le voit justement chez toi aussi, là, justement, comment ça prend forme, comment cette inspiration-là, d'où cette inspiration vient. Ouais. J'ai eu aussi Maya Angelou, là, cette grande écrivaine, poète. Si vous me permettez, tout à l'heure, je vais vous lire quelque chose, son poème sur la femme, en l'honneur de la femme.
Alors, faites-moi signe quand vous êtes prêts. Je l'ai sorti hier. J'ai dit, je me dois de faire. Oh, mais je veux partager une autre chose aussi. Oui, bien sûr. Juste quelque chose rapidement. Maharishi, qui est un grand, grand maître spirituel. En fait, c'était le fondateur du mouvement de méditation transcendantale. Puis c'est lui qui a popularisé en Amérique le fait de méditer, en fait. C'est dans les années 60. Alors, c'est un grand, grand maître spirituel. Il est décédé en 2008, il avait 91 ans. On l'a connu aussi parce que si tu connais un peu l'histoire des Beatles, les Beatles, à un moment donné, sont allés en Inde, à Rishikesh, pour méditer. Hein. Il y avait des petites maisonnettes dans les arbres. Mais c'était avec lui. C'est lui qui est le maître. Oui, OK. Maharishi. Maharishi. Et Maharishi, ce qu'il disait de la femme, il disait que la femme, elle se tient au sommet de la création. Hein? On a toujours dit que c'était l'homme. Lui, il dit non, 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 non. C'est la femme qui se tient au sommet de la création. Il dit c'est sa place, c'est sa mission, c'est son dharma en sanskrit, sa mission. Il disait que si la femme perdait cette place au sommet de la création, il y aurait des guerres, de la souffrance et de la cruauté. Parce que la femme est à l'opposé de tout ça. La femme, c'est l'équilibre dans l'univers. C'est extraordinaire. Oui, et vraiment. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Pour lui, il parlait du système nerveux de la femme qui est plus raffiné, plus délicat que l'homme. L'homme, c'est un peu plus brut, c'est un petit peu plus grossier. Mais l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme, mais on parle de la position de la femme. Sa position à la femme, c'est de faire face au stress. Puis si tu remarques auprès des femmes, les femmes prennent beaucoup de stress. Ils ne le partagent pas, ils l'absorbent. Ils vivent avec. Ils ne le retransmettent pas ni au conjoint, ni aux enfants. Ils le gardent. C'est pas rien, ça. Puis il disait que la guérison, la guérison est naturelle à la mère. C'est vrai que tu aies des enfants que tu n'en aies pas. On est maternel, on soigne, on guérit, on écoute. La mère, elle guérit l'âme de son enfant. Et pour ça qu'il disait il disait même que l'amour maternel, rayonne à travers toutes les femmes et que cet amour-là, c'est la mère divine. C'est à ce point-là qu'il la voit en haut de la création. Il dit à la fin qu'une femme ne devrait jamais, jamais, jamais se fatiguer. Sa structure est réservée aux choses plus raffinées. Et c'est le problème des femmes. Les femmes multitaskent, multitâches. La femme qui fait tout. Hein. Dans sa tête, la femme, elle gère 8, 9, 10, 12 dossiers. Puis elle est toujours prête à en reprendre un autre. C'est pas facile. C'est pas facile. Et elle s'épuise comme ça. Puis on le sait, nous, en tant que femmes, puis les femmes qui prennent soin des enfants malades ou des personnes autour malades, souvent, c'est la femme, c'est ça. Ouais. Puis on voit la femme qui devient épuisée, qui devient fatiguée, là, tu sais, qui n'en peut plus, là, tu sais. Alors, Maharishi, il disait, la femme, il ne faut pas qu'elle se fatigue. Alors, c'est tellement important, nous, en tant que femmes, de prendre des moments pour soi, de bloquer l'agenda, même si on a plein d'affaires. Bon, ben, en 2 heures et 4 heures, c'est moi, c'est Monique. Je ne partage pas. Je peux dormir, je peux lire, je peux aller prendre un bain, je peux aller m'asseoir dehors, je peux aller prendre une marche toute seule, mais je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas rien, je n'ai pas de iPad, je n'ai rien, je suis avec moi-même. Et c'est tellement important de prendre du temps pour soi. C'est un moment de bonheur et c'est une nécessité. Une nécessité. Et je pense qu'on s'en rend encore plus compte en tant que pandémie, en période de pandémie. On a le temps de faire un petit peu de recul, de voir de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on fait encore maintenant. La femme, c'est quelque chose. Alors, Maharishi, là, son truc sur la femme, c'est extraordinaire. C'est beau de vous entendre là-dessus, puis je trouve ça vraiment intéressant que vous parliez de... excuse-moi, j'arrête pas de passer du vous au-dessus. Ça, c'est une déformation professionnelle. C'est correct, je vais vous chaver de vous voyez. Tu vas voir comment est-ce qu'on se sent. Donc, c'est pas un problème.
Donc, Monique, je trouve ça super intéressant comment tu parles de cette conception de la femme de Maharishi que je comprends que tu partages justement sur comment la femme, elle représente un équilibre. Puis c'est super intéressant que tu apportes ça parce que je le vois comment justement, toi, à la fois dans la vie professionnelle et personnelle, c'est quelque chose que tu intègres justement, que tu t'es approprié de trouver cet équilibre-là. Tu en parles justement avec le yoga, avec tes bonnes habitudes de vie par rapport au respect de son propre temps. Mais je trouve ça super intéressant justement qu'on parle de qu'est-ce que ça représente la femme. C'est un équilibre. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qu'on voit dans notre société, mettons au Québec, à Montréal? Je te dirais pas énormément. Pas énormément. Puis, tu sais, tu dis, moi, j'ai l'équilibre, mais je jongle toujours. Il y a toujours quelque chose qui va arriver. Tu sais, c'est ça où il faut tout que je remette en question et que je soupèse. OK, il faut que je mette des choses de côté parce que ça, c'est une priorité. Je dois mettre tous mes efforts là-dedans. Et à cause de, comme on est femmes, le fait qu'on soit maternelle, quand on voit des blessures chez des amis, des blessures psychologiques, des pertes, quand on voit tout ça, on veut être là pour elles. Tu sais, c'est toujours, et pour la société, non, écoute, l'équilibre n'est pas facile. Mais je pense que la femme, de plus en plus, elle réalise qu'il faut qu'elle ait l'équilibre. Il faut qu'elle ait l'équilibre. C'est fini ce temps-là où on nous tire un bras d'un côté, on nous tire l'autre, on tire une jambe, l'autre jambe, la tête. Tu sais. Mais on a des efforts à faire en tant que femme. C'est pas, ça ne viendra pas d'en haut. Il faut apprendre à gérer son temps. Si on a des blessures, parce que chaque être humain, on sait, chaque être humain, on transporte avec nous de la naissance de nos ancêtres, on a des blessures. Il n'y a pas personne sur Terre qui n'a pas une blessure. Il n'y a pas personne à qui il n'est jamais rien arrivé. Et ça, il faut aller les rencontrer, ces blessures-là. Tu sais, il faut les apaiser parce que moi, j'avais un manque de confiance en moi pour l'enseignement. Puis malgré que j'ai eu de tous ces formidables postes, peux-tu t'imaginer, moi qui avais un peu un manque de confiance, puis des fois beaucoup, tu sais, je me dis, mais je peux pas croire que le monde me donnait ces postes-là. Tu sais, des fois, je regardais, je dis, ben oui, mais vraiment, ils vont me donner ce poste-là. Puis, c'était la première surprise. Bon, bien sûr, je mesure 5 pieds 11, j'ai une prestance, OK? Je ne suis pas petite, je suis grande. Puis je ne vois... Non, mais il faut le dire aussi, parce que dans un milieu d'hommes, j'avais du plaisir. Écoute, autant aux expos qu'aux Canadiens, les hommes, ils me traitaient comme une des leurs. Ils ne me voyaient pas comme femme. Pourtant, je suis féminine, je suis très féminine, mais je ne sais pas si c'est la grandeur ou quoi, mais j'allais... aux expos, surtout, j'allais, tu sais, mes congés étaient dans l'été, mes congés étaient la semaine, pas la fin de semaine. Les expos étaient toujours en ville ou à peu près. Ah oui. Alors, moi, les gars, ils se rencontrent, tu sais, tout le monde allait jouer au golf. Je me souviens jouer au golf. Au début, je conduisais la voiture électrique, j'avais aucun goût pour le golf. Jusqu'à un jour, mon patron me dit, ben là, Monique, on va te donner un cours, là, tant que la voiturette, viens jouer au golf avec nous. Mais j'étais toujours surprise. Alors, ça, pour moi, la confiance en moi, c'est quelque chose que j'ai dû sur quoi j'ai dû travailler fort. Tu sais, il y en a qui ont des blessures, qui ont toutes sortes de blessures. Écoute, des blessures, il y en a partout. Ça vient des parents. Ça vient, moi je dis toujours, ça vient du chakra de base qu'on appelle le premier chakra, le chakra qui est plus près de la terre, c'est le chakra de nos ancêtres. C'est là où on a notre ADN. C'est sûr qu'on a des affaires qui viennent de papa, maman, grand-maman, grand-papa. Écoute, c'est sûr. Puis eux en avaient de leurs ancêtres. Ben oui. À un moment donné, il faut y faire face puis dire, ben comment je peux corriger ça? Tu sais, puis il y a tellement de choses maintenant qui sont disponibles. Mais d'abord et avant tout, il faut s'asseoir pour dire, puis se dire, tu sais, moi, je fais des listes. Moi, je fais toujours des listes. J'ai toujours les choses écrites. 2 colonnes. Tu sais, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tu fais des listes, tu fais des listes, tu fais des listes, tu fais des listes. Puis, à un moment donné, tu dis, ben là, je me rends compte, j'aimerais faire ça, mais ça me bloque ça. Le fait que je sois comme ça me bloque. Quoi faire pour essayer de m'aider là-dedans, pour essayer de m'en sortir? Mais d'abord, il faut faire face à la musique. Il faut avoir une vision.
Mhm. d'un peu de ce qu'on veut. Et puis, il faut se permettre, il faut s'autoriser à rêver. Puis, il faut des rêves plus gros que normal. Il ne faut pas avoir des petits rêves ou des petites affaires. Là. Ben oui, je rêve d'aller faire un voyage en Gaspésie. Mais oui, non, c'est pas ça, là. Ça n'a rien à voir. Mhm. Je rêve d'aller en Gaspésie pour aller faire telle affaire, peut-être avec un camper, peut-être ci, tati, tata. Il faut que le rêve soit assez gros. Mhm. Hein? Faire tel exercice. Bon, ben c'est beau, je veux pratiquer tel sport, mais je ne suis pas une sportive, puis j'ai aucune idée. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te renseigner. Si tu aimes ça, tu vas te mettre à acheter du bon équipement. Tu vas rencontrer des gens qui pratiquent ce sport. Tu sais, tu vas aller là-dedans. Tu sais, ça peut être, tu aimes lire, mais tu es toujours toute seule en lecture. Tu peux faire partie d'un club de lecture. Mhm. Euh, tellement de choses. Mais d'abord, il faut qu'il y ait un rêve. Ouais. Il faut qu'il y ait Puis un rêve. ça m'intéresse beaucoup que tu parles de ça, Monique, de commencer par un rêve, puis après ça, voir, OK, c'est quoi les obstacles à ça? Comment je vais surmonter ça? Comment je me développe Mm. là-dedans? Euh, Mm. Parce que je me demande justement, Monique, si tu te voyais quand tu étais une jeune fille ou une jeune femme, là, la Monique de cette époque-là, est-ce qu'elle avait cette confiance en soi? Puis est-ce qu'elle avait des grands rêves? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a avancé dans ta vie? Puis qu'est-ce que tu dirais à cette jeune fille-là, notamment, tu sais, dans le contexte de la Journée internationale des droits des femmes? Mm. D'abord, j'ai toujours été fière d'être une femme. À la Mm. maison, on était 3 filles, un garçon. J'ai toujours été fière d'être femme. Euh, j'ai eu à passer au travers une timidité du fait que je suis grande. Hein. Toutes mes amies Ah étaient oui. petites et les premiers copains étaient toujours plus petits que moi. À l'époque, je ne sais pas, là, il n'y en avait pas des grands. Genre, en tout cas, il n'y en avait pas dans ma rue, il n'y en avait pas dans mon circuit là, à 17 ans. Et, mais ma mère m'a inspirée parce que je me tenais crochée. Je me tenais littéralement les épaules vers l'avant, la tête vers le bas, pour essayer de Ah. perdre 1 ou 2 pouces. Mhm. Mais moi, je ne me vois pas, là. Et ma mère avait un immense miroir dans le fond de son garde-robe. Elle ne savait pas quoi faire avec, là, la pièce n'était pas assez haute, elle avait mis ça Mm. là-dedans. Et puis là, une fois, elle m'a fait venir dans sa chambre, on allait écarter ses vêtements de chaque côté. Puis là, elle dit, là, tu vas te mettre de profil et tu vas te tenir comme tu te tiens d'habitude. Mm. Et tu vas regarder dans le miroir ton image. Mm. Quand j'ai vu mon image, là, elle me dit, là, tu vas redresser. Tu vas amener tes épaules vers l'arrière, tu vas reculer ton menton et tu vas avoir une posture euh, appropriée, un port de tête noble et tu vas te regarder. Puis là, elle dit, tu vas remettre comme ça. Elle a dû me faire ça peut-être une trentaine de fois parce que j'oubliais puis je revenais. Elle disait, viens dans la chambre parce que Wow. mémoriser ça. Alors, ma mère était un changement parce que je pense que si j'avais passé ma vie comme ça, je, je n'aurais pas eu la même vision de mon futur. Parce que là, un coup, j'ai ouvert mes épaules, j'ai ouvert mon cœur, puis ça, aux étudiants, j'arrête pas de le dire, j'en suis même fatigante, mais c'est ça. J'ouvre mon cœur, j'ai l'énergie, je regarde en haut, devant Mm. moi, les yeux un peu plus haut que la ligne d'horizon. Le monde était à mes pieds. Moi, pour moi, j'étais comme Tao, il n'y avait rien d'impossible. Mm. Pour moi, il n'y avait rien d'impossible, jeune femme. Je ne savais pas les chemins pour y arriver. Mais je commence à suivre mon cours à l'université, puis un cours, puis un autre cours. Puis j'ai essayé des affaires. J'ai suivi un cours de haute couture, mais vraiment haute couture. Oui. Bon, j'ai vu que c'était pas moi, là, mais j'étais contente. C'était un beau passe-temps, mais je n'étais pas pour en faire une carrière là-dedans. Mais je voyais toujours que mon leadership ressortait tout le temps. Je voulais Mhm. gérer, je voulais diriger. Quand j'étais petite, j'avais des petits-enfants qui venaient autour de moi.
Je leur faisais faire de la gymnastique, je leur lisais des histoires, je leur faisais faire péturer. Les enfants venaient chez nous le samedi matin, ma mère, elle n'entendait rien, ils rentraient dans le sous-sol par le garage. Les parents me donnaient 1 pièce, 2 pièces parce que les autres avaient la paix pendant 2 heures. Wow! Donc, enseigner, mais je ne le savais pas à l'époque. Ce que je savais, c'est que j'aimais, puis ça ne faisait pas de bruit, puis je les contrôlais. Je suis contrôlante. Je m'énerve moi-même. J'ai marié un homme extraordinaire. C'est peut-être mon plus grand défi dans ma vie de lâcher prise parce que je suis capable de ratisser large. Et ça, c'est mon gros travail. Je lâche prise. Mais à 17 ans, il n'y avait rien d'impossible. Il n'y avait rien d'impossible. Si j'avais été peut-être dans un autre milieu au départ, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne sais pas. Je suis fière de ce que j'ai accompli. Je n'ai tellement aucun regret de mon parcours. Bien sûr, il y a des petites affaires, je dis, bon, j'aurais pu pas faire ça, mais il y a toujours quelque chose qu'on va chercher dans toutes nos expériences de vie. J'ai pas eu d'enfant, ça, c'était une déception. Mon mari maintenant que j'ai rencontré, j'avais 41 ans, j'allais avoir 42. C'était limite. J'ai dit non, on ne fera pas de bébé. Là, non, pas à 42 ans, avoir des enfants. Pour moi, pour un premier bébé, je trouvais c'était trop. Puis, je n'étais pas prête pour l'adoption parce que j'avais des jobs très, très, très exigeants. Ouais. Hein? Je ne faisais pas du 9 à 5. Là. Puis des enfants, je trouvais que j'en avais beaucoup. Là. J'ai eu 450 employés aux Expos de Montréal. Il y en avait même plus que ça aux Canadiens pendant une certaine période là, de transition. Place des Arts, je devais en avoir 150 à peu près. Fait que des enfants, j'en avais. Ouais. J'en avais d'une autre manière. Tu sais, je ne pouvais pas les chérir, mais je pouvais leur donner de l'attention quand même. Il y avait des choix à faire, justement. Des choix. Mais la femme, elle fait souvent des choix. La femme, elle ne fait pas souvent. La femme fait toujours des choix. Je trouve que la femme, elle fait plus de choix que l'homme. Parce qu'elle est tiraillée d'un bord puis de l'autre, tu sais. Il y a peut-être parce que justement, elle est multitâche, elle doit faire des choix. Elle doit faire des choix. C'est les mères. Ah, tout à fait. Surtout, c'est les mères de famille. Oh, mon Dieu! C'est quand un enfant qui est malade ou un enfant qui est en difficulté pour toutes sortes de raisons, un ado, bien là, tu lâches tout, là. Fait que tu viens de faire le choix. Et je pense à ma mère qui n'a pas travaillé pendant des années. Ma mère, elle a commencé à travailler quand ma petite sœur est allée à l'école. Donc, puis elle a eu 4 enfants. Maman, écoute, quand elle a commencé à avoir des collègues de travail, travailler dans un hôpital, mon Dieu, ma mère a été transformée. Mais c'est un choix qu'elle avait fait d'être à la maison. Ben, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'est un choix qu'elle avait fait de rester à la maison. Des choix pour conserver cet équilibre-là. Écoute, je viens de voir que mes petits trucs... Absolument, absolument. L'équilibre. Avec le mari, c'est ça, avec tout. Là, tu sais. C'est elle qui jonglait souvent avec l'argent aussi. Hein. C'est les femmes. Pendant longtemps, les femmes ont géré les budgets. Même à l'international, ils en parlent de ça là, en Afrique et tout ça. C'est les femmes qui contrôlent les budgets. Là. C'est les femmes qui gèrent les petits budgets de la famille. Là. Oui. On devrait les laisser les gérer Oui, on devrait laisser les femmes gérer les finances du monde entier. D'ailleurs, le Dalai Lama, il a dit hein, qu'il faut laisser les femmes au pouvoir. Il faut que ce soit les femmes qui aient le pouvoir parce qu'elles sont capables, plus capables même. Il dit qu'on est rendu là. On en a beaucoup. Hein, dans le monde, on en a beaucoup. On en a quand même pas mal plus qu'on en avait des femmes. Puis là, on a les jeunes et toutes jeunes là, qui se dévouent pour la planète et la petite aussi, je dis petite, elle a quand même 23 ans, mais elle a l'air d'une enfant, celle qui a parlé à l'inauguration de Biden, qui est une poète, qui est une... moi, la poétesse, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, la place est aux femmes. Ouais. Est-ce qu'on prendra notre rôle? Il faut le prendre. Il faut le prendre, notre rôle. Il faut le prendre. Kamala Harris, moi, j'ai beaucoup de confiance en elle. Hillary, le timing n'était pas bon, mais j'espère, Kamala, que ça va être bon. Juste la femme de Michelle Obama, là, ça aurait pu être quelle femme de tête. Ça aussi, c'est une de mes idoles. Écoute, quelle bonne femme extraordinaire qui a jonglé aussi, qui a fait des choix aussi pour l'équilibre.
Fait que toi, Monique, est-ce que tu es confiante à voir la nouvelle génération, à voir les femmes en politique aujourd'hui, que la femme va Tout à prendre fait. sa place? Je pense que oui. Faut aller en mode accéléré un peu plus. Je pense qu'on a été Oui. trop longtemps. Là, il y a les temps on était en première longtemps. Là, on peut-tu passer à quatrième, cinquième, sixième vitesse? Là? On est Yes, là, on est prêt tout à pour fait. ça. Alors, j'avais de perdre. Mais peut-être que si je fais juste ça. OK, attends, excuse-moi juste une Ben seconde. oui, prends ton C'est temps, il n'y nouveau a pas pour de moi. problème. C'est nouveau avec mes petits AirPods. Là. J'adore ça, ces petits trucs-là dans les oreilles. As-tu ça, toi? Non, moi, j'ai des écouteurs classiques. Ah, écoute, ça fait 2 semaines que j'ai ça. Ça, c'est un cadeau à moi de moi. Alors, si je branche ça ici, en principe, ça devrait fonctionner. Sinon, je vais te perdre. Ah, ben oui. Mais c'est correct, prends ton temps, puis on peut Mais couper je ça sais au pas. montage. Oui, mais c'est ça, je sais. La seule chose, c'est. Je sais pas si ça charge pareil. Oui, ça charge. Bon, Je ne savais pas super. s'il fallait que je les remette dans le petit boîtier, mais non, c'est bon. Bon, super. Parfait. Merci, excuse-moi. Ben non, c'est cool. On continue, puis on prend notre temps, là, de toute façon, comme je dis, on n'est pas stressé avec ça. Ben, écoute, justement, Monique, on peut en profiter. Là, ça fait déjà presque 1 heure qu'on parle. Arrête. Ben, il est presque 11h30. Écoute, il est 11h20, c'est incroyable. C'est super. Moi, je trouve ça vraiment génial. Fait que c'est super intéressant. Donc, je proposerais qu'on on continue. On peut juste se lancer un peu dans qu'est-ce que ça représente la journée internationale des droits des femmes. Puis, on peut finir avec le poème de Maya Angelou. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, absolument, absolument, absolument. Les droits des femmes, on a encore du chemin, on en a fait. Moi, je ne peux même pas croire que j'ai connu l'histoire de ma grand-mère. On a fait du progrès, on a vraiment fait du progrès. Ma grand-mère qui ne pouvait pas signer un chèque, qui ne pouvait pas avoir un appartement à elle, une maison à elle, tu sais, on ne penserait même pas à ça. Elle ne pouvait pas acheter des gros objets. C'est quelque chose. Mon père, quand il a acheté une voiture à ma mère, parce qu'on est allé vivre en banlieue, alors avec 4 enfants, il a acheté une voiture, mais si je me rappelle, elle n'était même pas, il me semble que ma mère m'a dit, la voiture n'était même pas au nom de ma mère, elle était au nom de mon père. Tu sais, Incroyable. on voit loin, là, tu sais, le vote, on prend ça pour acquis, nous autres, qu'on va voter. Eh non, 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 non. Il faut juste s'assurer que les jeunes femmes, ils n'oublient pas les jeunes tu sais, qui soient bien conscients du parcours qu'on a fait, parce qu'il ne faut pas prendre ça pour acquis, puis il faut aller plus loin que ça. Oui. C'est important de reconnaître les femmes extraordinaires hein, qui ont pavé le chemin là, pour nous amener où on est, parce qu'on ne parle pas de 200 ans. Là. C'est un passé qui est très, 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 très récent. Moi, je pense que si la femme veut prendre le pouvoir, elle va l'avoir, le pouvoir. Encore faut-il qu'elle le veuille, qu'elle le rêve aussi. Le reste, ça va tout se placer. Moi, j'ai toujours ça. Quand quelqu'un me dit « Ah, c'est pas ça, tata. » Non, non. Rêve-le et écris-le. Moi, je mets tout par écrit parce que quand tu le mets par écrit, tu te l'enlèves de la tête. Et puis là, il est vivant. Là. Il est écrit, là, c'est plus des pensées. Ouais. Je l'écris. Et là, c'est incroyable comme les choses se mettent à arriver. Les choses de l'univers, les gens qui se rapprochent. Tu lis quelque chose, tu dis « Hey, c'est exactement ça que je voulais. » Tu trouves quelque chose, tu en parles à quelqu'un. Il faut rêver. Il faut que les rêves soient plus grands que nous. Il faut que la barre soit haute. Il ne faut pas mettre des barres trop basses. On ne va pas grandir. Puis on a des croyances, on a des vieilles croyances encore qui font partie du passé. Tu sais, arrête de rêver, là, tu rêves, tu sais bien que ça n'arrivera pas, ça, tu sais. Ça ne se passera pas comme ça. Mais non, 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 non. Il faut les enlever, là. Tu sais, moi, je me rappelle, pardon, ma mère, des fois, elle disait, quand tu es né pour un petit pain, ben non, il ne faut pas se mettre ça dans la tête. Ben non. Il ne faut pas dire à un enfant qui est timide ou qui est ci, qui est ça. Non, il y a peut-être juste une période qui vit. Il faut aider la jeunesse à sortir de ces croyances-là. Puis nous-mêmes,
On a des... Je dis, moi, est-ce que je suis correcte? Est-ce que c'est bien ce que j'enseigne? Est-ce que je suis capable de faire ça? Mais je l'ai écrit, ça. Je l'ai écrit assez souvent pour vraiment l'intégrer, dire, ben oui, je suis capable. Ben oui, je suis capable. Je suis capable de faire ça, moi. Puis j'aime ça, non seulement, mais j'adore ça. J'adore ça. Je trouve ça super inspirant ce que tu dis, Monique, de rêver. Mais je vais te dire quelque chose. On est en train de finir l'entrevue, puis après avoir parlé 1 heure avec toi, t'avoir écouté sur ton parcours, je me dis, mais c'est grâce à des femmes comme toi aussi qu'on peut rêver, Monique. Mais vraiment d'avoir bravé des milieux d'hommes, d'avoir tenu tête à ce patriarcat, on va l'appeler, hein, par son nom, puis d'avoir continué, puis de continuer de t'inspirer, de t'entourer, de toucher les gens qui sont autour de toi. Eva, de la station, disait justement que tu avais donné des cours de méditation de manière bénévole récemment pour donner du support aux gens dans la communauté. Ben, c'est grâce à des personnes comme toi qu'on peut rêver d'une communauté montréalaise plus forte, plus soudée, mais aussi justement d'avoir une vie de femme épanouie, intéressante, motivante. Fait que pour tout ça, merci beaucoup, Monique. C'est vraiment un plaisir. Je suis très touchée. Merci beaucoup, Camille. Alors, tu veux écouter mon poème? Oui, en fait, c'est pas le mien, c'est le poème de Maya Angelou. Je vais boire un peu d'eau. C'est une excellente référence, je pense, pour le 8 mars. Oh, Maya Angelou. Oh, mon Dieu. Alors, elle est décédée, comme je disais tantôt, en 2014. C'est une grande écrivaine, c'est une poète, c'est une grande militante des droits civiques. Donc, elle est née en 1928. Alors, hein, on retourne en arrière aux États-Unis. Elle est née dans la ville de Saint-Louis, au Missouri. Alors, elle a beaucoup écrit. Elle a écrit 7 biographies sur son enfance et sa période de jeune femme en tant que jeune femme noire. Alors, elle a écrit plusieurs poèmes et moi, celui-là, je l'adore. C'est sur la femme. On y va. Une femme devrait avoir, c'est le titre de son poème, une femme devrait avoir suffisamment d'argent à elle pour quitter la maison et se louer un hébergement au cas où elle le souhaiterait ou en aurait besoin. Une femme devrait avoir quelque chose de parfait à se mettre sur le dos au cas où son employeur ou l'homme de ses rêves voudrait la rencontrer dans 1 heure. Une femme devrait avoir une jeunesse qu'elle est heureuse de laisser derrière elle. Une femme devrait avoir un passé suffisamment juteux pour avoir hâte de le raconter durant son grand âge. Une femme devrait avoir un tournevis, une perceuse sans fil et, 3 petits points, un soutien-gorge en dentelle noire. Une femme devrait avoir une amie qui la fait toujours rire et une autre qui la laisse pleurer. Une femme devrait avoir un beau meuble qui n'a pas déjà appartenu à une personne de sa famille. Une femme devrait avoir 8 assiettes assorties, des verres à vin sur tige et une recette en vue d'un grand repas qui donnera à ses invités le sentiment d'être honorée. Une femme devrait avoir le sentiment de maîtriser sa destinée. Une femme devrait savoir comment tomber en amour sans se perdre elle-même. Toute femme devrait savoir comment quitter un emploi, rompre avec un amant et confronter une amie sans gâcher l'amitié. Toute femme devrait savoir quand il faut faire des efforts et quand il vaut mieux partir. Toute femme devrait savoir qu'elle ne peut pas changer la longueur de ses jambes, la largeur de ses hanches ou la nature de ses parents. Toute femme devrait savoir que son enfance n'a peut-être pas été parfaite, mais qu'elle est terminée. Toute femme devrait savoir ce qu'elle est prête à faire ou non pour l'amour ou autre chose. Toute femme devrait savoir comment vivre seule, même si ça ne lui plaît pas. Toute femme devrait savoir en qui elle peut avoir confiance ou non et pourquoi elle ne devrait pas s'en tenir responsable. Toute femme devrait savoir où aller,
que ce soit à la table de la cuisine de sa meilleure amie ou dans une chambre, dans une charmante auberge au fond des bois, quand son âme a besoin de paix. Toute femme devrait savoir ce qu'elle peut accomplir ou non dans une journée, dans un mois et dans une année. Elle complète en disant « Rappelle-toi ceci ». C'était au fond de quelque chose que j'avais pris. « Rappelle-toi ceci, les bons amis sont comme les étoiles. On ne les voit pas toujours, mais on sait toujours qu'ils sont là. » C'est pas elle qui l'a écrit ce bout-là, mais moi, je le trouvais beau, je l'avais mis à la fin de mon truc. Wow. Alors, voilà pour Maya. Hein? Hein? Ça a parlé du choix dans la vie, ça a parlé de tout ce qu'on a parlé finalement. Hein? Puis de rêver. Hein? Elle disait quelque chose, il faut savoir quand tu fais dans un mois, dans une année. Mais c'est ça le rêve. Planifier. Peut-être que ça ne se passera pas comme ça. Peut-être qu'on va modifier le rêve. Mais on l'aura rêvé, puis ce rêve-là va nous amener ailleurs. Mais il faut que ça soit un grand rêve. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de trop petit. Je suis tellement d'accord avec tout ça. Puis merci, Monique, de ce magnifique partage. Je trouve que ça clôt cette entrevue avec toi avec une merveilleuse manière, vraiment. Puis je vois comment, avec toutes les inspirations dont tu nous as parlé, que ça soit des professionnels dans le yoga, que Maya Angelou, on voit comment tu as intégré vraiment ces inspirations-là. Puis vraiment, c'est génial de le voir. Alors, vraiment, merci beaucoup, Monique. Merci à toi, ça a été un plaisir. Bonne fin de journée. Ben oui. Et bonne fête des femmes le 8 mars. Oui. Hein, on va vraiment. On célèbre la femme le 8 mars. On la célèbre. Elle le mérite. Oui, vraiment. Puis merci, Monique, de nous le rappeler si bien. Merci, Camille. Ben, merci, Monique. Bonne fin de journée. Merci. Toi aussi. Au revoir.